Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, les dernières nouvelles américaines sont toutes chaudes, elles sont arrivées cette nuit pour nous. Donald Trump a finalement déclaré officiellement sa candidature. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Voilà, donc une foule en liesse évidemment derrière Donald Trump. Alors pas forcément l'élan attendu avec les élections demi-mandat, on va en parler. Malgré tout, Donald Trump dans son discours semblait satisfait. Je cite Donald Trump: "Nous avons pris le contrôle du Congrès, Nancy Pelosi a été licenciée. N'est-ce pas gentil?" Voilà Donald Trump qui garde malgré tout son humour. Alors plus sérieusement, finalement, Donald Trump sort-il affaibli par ces élections demi-mandat? Est-ce que les républicains sont-ils en train de s'organiser autrement, peut-être autour d'un certain Ron DeSantis? Qu'en est-il de Joe Biden? Le président sortant est-il renforcé ou pas par ces élections? Et puis plus largement, qu'augurent ces dernières annonces et résultats électoraux pour la politique nationale et internationale des Américains, puisque cela nous intéresse tout particulièrement. Alors pour entrer dans cette table ronde, je présente mes invités. Nicolas Conquer qui est avec moi en studio. Bonjour Nicolas Conquer. Vous êtes porte-parole du parti Les Républicains en France. Et puis nous sommes avec Guy Millière. Bonjour Guy Millière. Bonjour. Vous êtes universitaire, géopolitologue et écrivain français, auteur de ces 2 livres notamment, Après la démocratie, l'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden aux éditions Ballant, et puis Après Trump aux éditions Ballant, qui était un petit peu plus ancien. Alors pour commencer, peut-être je vais donner la parole au porte-parole du parti Les Républicains. C'était une annonce, pas très surprenante, on l'attendait, et pas la première annonce de candidature de Donald Trump. Malgré tout, ça vous a fait un effet de l'entendre de nouveau annoncer sa candidature? Alors Trump fait ce qu'il fait de meilleur, il a su susciter l'attention, il a mobilisé tous les médias qui attendaient un peu à lécher devant Mar-a-Lago, donc la résidence de Floride où il a fait son annonce devant un petit comité de sa fanbase. Oui. Cette annonce, elle a été sobre, elle était limpide et elle était claire, on n'était pas sans grandiloquence, il était vraiment très pondéré et on reviendra clairement dans le fond du message, mais c'était sûr, c'était assez attendu, ça arrive à un tournant majeur, c'est le moment où les candidats se déclarent généralement au lendemain des midterms. Oui. Maintenant, c'est le premier à sortir du bois d'une certaine manière. C'était attendu. Il continue sa ligne. Maintenant, la course va être longue. C'est pas parce qu'il se porte candidat qu'il sort investi, ni même que potentiellement il pourra remporter. Donc nous, le camp républicain, on y reviendra. Donc en tant que républicain américain, l'idée c'est de pouvoir remporter ces prochaines élections. L'idée c'est quel sera le meilleur candidat. Absolument. Donc vous allez suivre évidemment ce qui va se passer après entre Donald Trump et peut-être d'autres candidatures chez les républicains. Mais vous l'avez dit, une certaine sobriété chez Donald Trump dans son discours. Est-ce finalement lié aussi aux résultats de ces élections, Guy Millière? Je dirais que le résultat de ces élections a été présenté de manière très positive par Donald Trump, mais je dirais qu'il est très décevant. Il était prévu par la plupart des observateurs et par les républicains qu'il y ait une grande vague rouge, une grande vague républicaine, et ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. La majorité à la Chambre des représentants va tenir à 1, 2, peut-être 3 sièges, et le Sénat va rester aux mains des démocrates. Je dirais qu'il en est ainsi pour un certain nombre de raisons qui n'ont pas été beaucoup évoquées en France. L'une de ces raisons est la façon dont le système électoral américain fonctionne dans de nombreux États. Auparavant, aux États-Unis, il y a encore une vingtaine d'années, 25 ans, on votait comme on votait en France, c'est-à-dire il y avait le jour des élections. Maintenant, on peut voter dans certains États jusqu'à 50 jours avant les élections. Il y a une utilisation massive des bulletins par correspondance. Il n'y a pas besoin dans plus de la moitié des États de présenter sa pièce d'identité pour voter. Tout cela occasionne de nombreux litiges et vraisemblablement de nombreuses fraudes. Et je dirais que tant que le système électoral américain ne redeviendra pas ce qu'il était auparavant, il y aura de très très lourds problèmes qui se poseront. Par ailleurs, le Parti républicain est
un parti qui est divisé. Il est évident qu'il y a un establishment républicain représenté par des gens comme Mitch McConnell, qui est à la tête des républicains au Sénat, qui défend des candidats qui ne sont pas du tout trumpistes, qui peuvent être parfois anti-Trump, et à s'aborder la candidature d'un certain nombre de candidats qui étaient soutenus par Donald Trump. Donc je dirais que Donald Trump a présenté sa candidature aujourd'hui pour prendre de vitesse le Parti républicain. Le Parti républicain va sans doute présenter un autre candidat. Il semble vouloir soutenir Ron DeSantis. Je dirais que s'il y a cette compétition risque d'être très dangereuse pour le Parti républicain. Oui. Et il risque d'être divisé, et cette division peut faire le jeu des démocrates. On a pu, évidemment, toute comparaison exclue, mais malgré tout, vivre un petit peu la même chose en France avec une division entre le Rassemblement national et Reconquête, par exemple, finalement. Une division qui a bien servi le camp adverse. Donc c'est vrai que ce sont des questions qui peuvent se poser aussi. Oui. À ceci près que là, dans le Parti républicain, à savoir Donald Trump et Ron DeSantis sont alignés. Ils partagent une même ligne qui a initié Donald Trump. Il n'y a pas de différence majeure. C'est plus des choix portés sur un candidat ou un autre, les qualités, les défauts, mais en soi, la ligne qui est portée par ces deux candidats est plus ou moins. Et puis de toute façon, il y aura un seul candidat intronisé. Effectivement, normalement. Alors, on peut s'imaginer qu'il y aurait un parti indépendant ou un candidat qui serait hors parti, mais ce n'est pas envisageable, c'est que de la spéculation. Mais ce n'est pas forcément l'objectif, imaginons, d'un Donald Trump. C'est purement de la fiction. Hein. Juste pour se remettre dans les élections 2020, il y a Michael Bloomberg, candidat au Parti démocrate, c'est un multimilliardaire. Si c'était possible, lui-même, ce serait, après ne pas avoir été investi par les démocrates, aurait été candidat sans étiquette. Donc on envisage difficilement ce scénario, parce que l'histoire a fait qu'il a été candidat et non investi par les démocrates, donc c'est pas un scénario qui est envisageable. Donc on aura vraiment deux partis qui s'opposeront avec un candidat qui seront élus par la base, donc par les membres des Républicains lors des différentes primaires, et investis lors de la convention qui aura lieu à l'horizon l'été prochain. Donc pas pour éclaircir tout de suite cette question-là, on en a beaucoup de sujets à aborder. À votre avis, pas de risque finalement d'affaiblissement du camp républicain par une opposition entre deux, voire plusieurs candidats républicains, puisque de toute façon, normalement, cette question doit être réglée avant les présidentielles. Bien sûr, donc c'est sain qu'il puisse y avoir un débat et qu'il puisse y avoir des primaires et différents candidats qui se présentent. Il n'est pas seul à sa propre succession. On rappelle qu'en 2016, il y avait 16 candidats à l'investiture républicaine. Pour les élections de 2020, lorsque Donald Trump s'est représenté, l'usage au sein du Parti républicain est de ne pas avoir de primaire. Le candidat sortant se représente mécaniquement. On attend à ce que d'autres candidats fassent part de leur souhait de se présenter, et on sera heureux de voir quel sera celui qui sera porté au devant de la scène par les militants d'abord. Mais j'insisterai surtout, et là je pense que c'est des enseignements qu'on a besoin de tenir de ces élections de mi-mandat, c'est que c'est pas tant des candidats pour des primaires qu'on veut, c'est un candidat pour l'élection générale, c'est quelqu'un qui peut l'emporter. Donc gardons ça à l'esprit, choisissons le candidat qui va nous mener à la Maison-Blanche en 2024. D'accord, mais j'entends déjà une petite musique derrière ce que vous dites là, on va en reparler. Guy Millière, pour revenir sur l'annonce de Donald Trump, qui évidemment n'est pas portée par l'élan des élections, c'est le moins qu'on puisse dire, des élections de mi-mandat. Rappelons que dans les derniers résultats, puisqu'on avait déjà fait une table ronde sur ces résultats, l'Arizona par exemple a finalement donné une candidate démocrate gagnante avec une candidate républicaine qui était pourtant bien partie, Carrie Lake, qui surnommée par la gauche la Trump en jupon, donc qui était vraiment la candidate de Donald Trump. Et elle a tweeté lundi soir: les habitants de l'Arizona savent qu'on les arnaque. Alors elle revient sur cette question de fraude électorale dont on va reparler, mais on fait un rapide point sur le Flash Info. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui. Non. La table ronde. Pour cette table ronde qui revient évidemment sur l'annonce de la candidature de Donald Trump, mais également sur tout simplement le paysage qui risque de s'ouvrir devant les Américains pour les prochaines années, eh bien nous sommes avec Guy Millière, universitaire, géopolitologue, écrivain français, auteur de Après la démocratie, l'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden aux éditions Ballant. Et puis nous sommes avec Nicolas Conquer, porte-parole du parti Les Républicains en France. Alors, Guy Millière,
Guimilière, je souhaitais vous donner la parole pour revenir un petit peu sur ces élections de mi-mandat et les derniers résultats tombés, notamment en Arizona avec la Trump en jupon, comme elle est surnommée par la gauche américaine, Kari Lake, qui avait annoncé, ça c'est intéressant, les habitants de l'Arizona savent qu'on les arnaque, mais elle avait malgré tout dit « je reconnaîtrai de toute façon les résultats donnés ». Ce qui veut dire que peut-être, malgré tout, on parle de fraude, mais on ne veut plus en faire, j'ai l'impression, on ne veut plus en faire autant de bruit que ce qui a pu être fait lors des dernières élections américaines. Non, effectivement, mais cela dit, Kari Lake n'a pas reconnu sa défaite pour le moment. Et la déclaration que vous avez citée il y a quelques instants le montre d'ailleurs d'une manière tout à fait claire. Et je dirais que mon interlocuteur sous-estime la division qui existe au sein des Républicains. Je vis aux États-Unis depuis plusieurs années. Je vous parle des États-Unis, je vous parle de Las Vegas en ce moment. Et je dirais qu'il y a une très lourde division et beaucoup de républicains en veulent profondément à Mitch McConnell d'avoir renoncé à financer un certain nombre de républicains trumpistes. Donald Trump considère qu'il a légitimité à présenter sa candidature et je pense que si un autre candidat se présente, il ne bénéficiera pas des voix qui auraient pu se porter sur Donald Trump et c'est pour ça que je dis que la situation était plus délétère, plus dangereuse et plus instable qu'il ne semble. Le discours que Donald Trump a tenu aujourd'hui est un discours rassembleur, oui. Mais il reste à savoir ce qui va suivre ensuite. Oui, mais vous ne pensez pas que de toute façon ces questions-là seront réglées par la primaire ? Je ne pense pas. Je connais beaucoup de gens dans le parti républicain jusqu'au plus haut niveau et je vois les clivages tels qu'ils se dessinent très concrètement et je vois qu'il y a une campagne contre Donald Trump en faveur de Ron DeSantis. Je vois qu'il y a des gens qui font tout pour que Donald Trump soit écarté. Il est évident que Donald Trump ne voudra pas être écarté et même s'il ne l'a pas dit dans son discours, mais Donald Trump reproche très profondément à des gens comme Mitch McConnell, que j'ai cité tout à l'heure, d'avoir réduit considérablement ou annulé le financement qui allait à des candidats trumpistes, des candidats appuyés par Trump, pour financer des gens qui sont considérés aux États-Unis comme des rhinos, au sein des partis républicains, comme des rhinos, c'est-à-dire Republicans in name only, des républicains très faibles, du style Lisa Murkowski, par exemple. D'accord. Alors, de toute façon, il est clair qu'aujourd'hui, il y a une forme il y a plusieurs courants chez les républicains, les trumpistes et peut-être un, voire d'autres courants, certains derrière Ron DeSantis, d'autres peut-être ailleurs encore, qui aujourd'hui créent, il y a plusieurs tendances chez les républicains. Est-ce que, on va peut-être pas rester tout le débat là-dessus, mais vous considérez de toute façon que cette question sera réglée, c'est ce qu'on disait pendant les primaires, et que ce n'est pas si dangereux que ça, c'est même sain, c'est le débat démocratique. D'une part, d'autre part, c'est vrai qu'on sort des élections de mi-mandat, et là, il va y avoir des bilans et des enseignements à tirer. On a vite fait de vouloir blâmer Donald Trump pour ce qui aurait été une défaite. Moi, je leur dis aujourd'hui, c'est une victoire parce que donc la Chambre des représentations est repassée du côté républicain cette nuit. Il se peut qu'on reste sur un statu quo au niveau du Sénat. Donc, pour une défaite, on aurait pu s'attendre à pire. Maintenant, en ce qui concerne cette mobilisation et le fait de vouloir pointer du doigt Donald Trump, c'est un peu facile. Il y a toute ce parti en fait, de l'establishment. En fait, c'est ces politiciens de carrière qui sont bien installés et qui ont, plutôt que de faire eux-mêmes leur examen de conscience et tirer les responsabilités de savoir peut-être que notre campagne n'a pas été bien menée, est-ce que les fonds ont été bien investis, est-ce qu'on a choisi les bons thèmes, est-ce que ça, c'est des choses qui vont permettre d'être remises en question et d'où cette interrogation au sein du camp républicain de savoir qui sera nommé le speaker pour à la Chambre et au Sénat. Donc voilà, c'est ces différentes lignes qui vont s'exprimer et qui vont sans doute amener à une recomposition pour que les leaders soient plus à l'image des candidats qui seraient eux-mêmes à l'image de leur base. Oui, mais dans ce cas-là, si on tire le bilan des élections de mi-mandat, il n'est quand même pas très très bon pour Donald Trump, Guy Millière. Le bilan n'est pas très bon pour le Parti républicain, même si, comme je l'ai dit, il y a une majorité à la Chambre des représentants. Oui. C'est une majorité très faible. Au sein de cette majorité, il y a des gens qui sont des rhinos, Republicans in name only, et qui, face à des projets de loi présentés par l'administration Biden, peuvent tout à fait voter avec les
démocrates. Et du côté du Sénat, il aurait été tout à fait possible que les républicains gagnent le Sénat si le financement avait été accordé à ces candidats. Je pense que, par exemple, le siège de Adam Laxalt dans le Nevada était tout à fait gagnable, mais Adam Laxalt avait 10 fois moins de financement que son adversaire. Je pense à d'autres cas. Il aurait été possible d'avoir une majorité républicaine au Sénat, et je dirais que la responsabilité de Mitch McConnell dans le financement de certains candidats et dans le non-financement d'autres est extrêmement lourde, et d'ailleurs il y a une contestation concernant la reconduction de Mitch McConnell à la tête des sénateurs républicains. D'accord. Bon, alors ça, on a bien compris, en tout cas, cette guerre interne intestine, si on peut dire, chez les Républicains, qui a peut-être coûté, en effet, ces élections de mi-mandat. Alors, concernant les démocrates, Joe Biden se dit renforcé par ces élections. Est-ce vraiment le cas également, Guy Millière ? Je dirais que Joe Biden se considère comme renforcé, et je dirais que de facto, il garde le terrain libre dans un certain nombre de domaines. Le Sénat permet des nominations, et il garde le Sénat. Si les républicains avaient gagné le Sénat, les choses auraient été différentes. Il sait qu'il peut encore faire passer des lois au sein de la Chambre des représentants pour les raisons que j'ai expliquées il y a quelques instants. Et je dirais qu'on ne souligne pas en France assez à quel point le bilan de Joe Biden au cours de ces 2 années de présidence est absolument désastreux et destructeur pour la société américaine. C'est le cas dans tous les domaines: inflation, prix des carburants, dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger, alors que sous Donald Trump, les États-Unis étaient autosuffisants énergétiquement, immigration illégale complètement laissée à volo, insécurité qui monte dans le pays. Tout cela crée une situation extrêmement grave qui fait qu'on aurait pu s'attendre effectivement à une victoire très nette des républicains. Et il importe de s'interroger pour les raisons qui font qu'il n'y a pas eu cette victoire très nette des républicains. Mais alors, quelles sont les raisons, à part les raisons financières, qui a fait que le camp républicain s'est lui-même divisé? Du côté démocrate, comment vous pouvez expliquer aussi une telle mobilisation, ou alors une telle absence de vision sur le bilan Biden? Cette vague rouge qui était annoncée a justement mobilisé donc la vague, la victoire des Républicains a justement su mobiliser davantage le camp démocrate qui attendant vraiment une déroute, a su se mobiliser le jour de l'élection, mais également tout ce qui précédait, donc jusqu'à 50 jours avant, pour l'envoi des bulletins par correspondance. Donc ça, on peut critiquer ce qui a été fait, mais en fait, considérer qu'il puisse y avoir fraude ou non, c'est légal, donc ce n'est pas des fraudes. Donc il y a une volonté peut-être à changer ce système. D'autre part, il y a aussi le fait que les Républicains, le GOP a su moins mobiliser cette partie d'indépendants qui font les élections systématiquement. C'est cette partie de 40% de l'électorat américain qui va osciller d'un côté et de l'autre, et qui peut-être, malgré la situation économique déplorable en lien avec les politiques menées par Joe Biden, a su peut-être se tourner davantage sur des questions liées avec l'avortement, alors que ça n'allait absolument pas changer leur quotidien, ça ne résout pas du tout les questions d'inflation, mais peut-être que d'avoir ça dans la campagne qui a été initiée par les démocrates, ça a peut-être su détourner qui a beaucoup parlé de cet arrêt Roe versus Wade. Voilà, le retournement en juin dernier par un arrêt Dobbs de la Cour suprême qui a renvoyé aux États cette compétence, et justement de faire en sorte que ce soit vos élus qui décident, plutôt que d'avoir des gens nommés de point de vue fédéral avec quelque chose qui n'avait rien à voir avec la Constitution. Ça donne justement le pouvoir au peuple d'exprimer dans votre État quelles sont les lois que vous souhaitez appliquer. Et voilà, vous pouvez avoir des plus permissifs ou des plus infanticidants, si vous voulez, ou plus conservateurs dans le sud des États-Unis. Mais ça permet à chacun d'être maître. Mais ça a été mal perçu malgré tout par cette tranche qui est assez... assez fluctuante. Il y a, si je peux me permettre, un autre facteur qui, je pense, a beaucoup joué, c'est que les démocrates ont fait peur à toute une frange de l'électorat en disant: attention, si vous votez pour les républicains, vous votez pour des semi-fascistes, c'est l'expression qui a été employée par Joe Biden, et vous mettez en danger la démocratie. Et c'est un discours très dangereux qui montre que le Parti démocrate est devenu un parti extrémiste. Je dirais que si vous dites que le seul parti qui représente la démocratie et
qui permet de sauver la démocratie, c'est le Parti démocrate, et que le Parti républicain est composé pour partie ou en totalité de semi-fascistes, vous tenez un discours qui implique une dérive totalitaire, et c'est quelque chose qui doit inciter à la vigilance vis-à-vis de ce que fait le Parti démocrate actuellement aux États-Unis. Oui, paradoxalement, là, on dirait un peu un discours à la Poutine. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous poser cette question. Évidemment, il y a la question de la scène internationale. Est-ce que, malgré tout, il n'y avait pas une forme de lassitude qui se faisait sentir, même du côté démocrate, sur la guerre en Ukraine? Guy Millière, pour commencer. Non, il n'y a pas vraiment une lassitude. Je dirais que si vous regardez les sondages au sein des États-Unis, vous voyez que 73-74% des gens soutiennent la guerre en Ukraine, et je dirais que vous n'avez pas vraiment une lassitude, vous n'avez pas ce qui peut se dessiner dans le contexte français. Je voyage beaucoup à l'intérieur des États-Unis, je suis à Las Vegas, la semaine prochaine je vais être à Miami, je vais à d'autres endroits, je ne rencontre pas cette lassitude, et lorsque l'un des dirigeants du Parti républicain a dit il faudrait qu'on revoie un peu les comptes sur ce sujet, il s'est fait tout de suite réprimander par d'autres républicains. D'accord. À ce sujet, vous avez quelque chose à rajouter? Non, dans le sens où, effectivement, de fait de conditionner l'aide à l'Ukraine, de juste savoir où partait cette aide matérielle, juste un peu de bon sens quand même, parce qu'on est en train de mettre des équipements, des matériels sensibles, beaucoup d'armements dans la main, et on n'a pas envie que ça fasse un scénario comme à la chute de la guerre de Yougoslavie, où énormément d'armements circulaient, et potentiellement dans des mains de personnes que l'on ne voudrait pas. Donc, malgré ce bon sens, ça a été vraiment très mal perçu, et l'aide a été renouvelée encore cette nuit auprès d'Ukraine pour justement les aider face à cette invasion. D'accord. Et d'autres questions qui se posent et qui auraient pu affaiblir tout de même les démocrates, c'est le scandale Hunter Biden, qui prend quand même de plus en plus de force, qui a été renvoyé à tous les membres du Congrès par le think tank Marco Polo, et puis le scandale FTX qui vient d'arriver, mais qui est quand même FTX, donc la deuxième plus grande plateforme de crypto-monnaie, qui était aussi le deuxième financier du camp démocrate. Et il y a visiblement des histoires de blanchiment d'argent derrière, etc. Donc ça, c'est à éclaircir malgré tout. Ces histoires, on a l'impression qu'elles glissent sur le camp démocrate, que ça ne prend pas. Comment vous l'expliquez les uns les autres? On a surtout l'impression que hasard, ça ressort le lendemain des élections. Vous voyez, tout ça, c'était vraiment parce que FTX. Hunter Biden, cette faille, oui. Alors, en revanche, Hunter Biden a été caché pendant la dessein, campagne électorale présidentielle. Zuckerberg, le patron de Facebook, en reconnaît qu'ils ont cherché à justement passer à couvert pour pas influer donc, ils ont lors même des élections, censuré le New York Post qui en parlait. Délibérément. Et donc il fait un peu son mea culpa, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu vraiment une volonté de mettre à l'écart ce genre d'affaire qui est vraiment critique et très sensible. Maintenant, sur cette affaire de FTX, il va vraiment falloir investiguer. Et je remercie tous les républicains qui sont déplacés, qui ont voté pour des représentants qui vont justement pouvoir mettre en place ces auditions. On parle vraiment d'un donateur qui a donné entre 50 et 100 millions de dollars à des campagnes démocrates, au Parti démocrate, plus comme vous avez évoqué un schéma aussi pour les midterms. Ah oui, c'est le plus grand donateur. George Soros, 300 millions. Voilà. Et ensuite, on a donc cet ancien banquier escroc qui a fait... George Soros et l'escroc de FTX, ça fait un joli tandem. Voilà, mais voilà, on a peut-être on a les soutiens qu'on mérite. Et derrière, voilà, c'est une énorme escroquerie qui va donner lieu à investiguer sur tout ce schéma de blanchiment. Vont-elles exister, ces investigations? Oui, donc les investigations et les auditions vont avoir lieu au Congrès prochainement, maintenant que les républicains ont repris le contrôle. Il va falloir donc s'intéresser à tous ces agissements et s'étonner pourquoi ces révélations concernant cette faillite qui est absolument gigantesque, c'est plus grand que la faillite de Madoff, l'escroquerie de Madoff. Dans la foulée des élections, on annonce partout dans la big tech des licenciements massifs. Donc en fait, ça porte vraiment un discrédit sur la politique et le bilan de Joe Biden qui tue l'économie, crée la précarité et affaiblit vraiment de manière significative le quotidien des Américains. Donc ça va continuer à affecter sa popularité qui est déjà très basse. On parle d'une adhésion de près de 40% et seul un démocrate sur 4
démocrates souhaitent que lui se représente. Donc il est Mm. vraiment... Oui, combien et même il puis partirait encore une fois, il y a gonflé à bloc. l'affaire Hunter Biden qui montre qu'il y a quand même possiblement des conflits d'intérêts avec l'Ukraine et avec d'autres pays. Mais alors ça, attention, c'est intéressant, vous parlez d'audition, et moi-même, je pourrais voir personnellement qu'elle voit le jour. Mm. Cela dit, il ne faut pas tomber dans cet acharnement. C'est là, on ne peut pas tomber dans l'hubris de se dire il faut aller systématiquement au bout de ces démarches-là. On voit qu'il y a une oscillation du côté de l'opinion, et si vous allez trop loin contre le fils de Joe Biden, par exemple, combien même ça reste le fils du président, malgré toutes ses turpitudes, ses addictions à la drogue et autres, ça peut avoir l'effet contraire de ce que vous voudriez. Donc, Oui, il y a- enfin, faire une enquête honnête, Si tout je peux simplement. me permettre, Bien sûr, concernant allez-y, le du fils média. de- Oui. Concernant le fils de Joe Biden, il n'y a pas simplement ses addictions à la drogue, il y a des problèmes de corruption massive, et cette corruption va en partie en direction de Joe Biden. Ah oui. Et je dirais que c'est un problème extrêmement grave. Et avant même l'élection présidentielle de 2020, tout le contenu de l'ordinateur de Hunter Biden était connu. Et ce n'est pas simplement Facebook, c'est tous les médias américains qui ont caché le contenu de cet ordinateur. Et je dirais que... Sauf le New York Post, qui s'est fait allumer, Oui, c'est traité ça, de c'est ça. complotiste. Du coup, le New York Post a été banni de Twitter. Et je dirais que Twitter a joué un rôle politique dans ce domaine. Et je dirais que, de facto, je pense que si le contenu de cet ordinateur avait été connu avant l'élection de novembre 2020, Joe Biden n'aurait pas été élu. Et je dirais que le président qui a été élu en 2020, Joe Biden, est quelqu'un qui est corrompu. Il faut dire les choses clairement. Et j'espère que les républicains vont mettre en avant cette corruption. Cette corruption, elle ne va pas simplement en direction de l'Ukraine ou du Kazakhstan, elle va aussi en direction de la Chine. Tout à fait. Et donc, un président qui est corrompu par la Chine, c'est extrêmement grave pour le futur des États-Unis. Oui, non, mais l'Ukraine, c'est intéressant en ce moment. Avec ce qui se joue en ce moment, évidemment, on se dit qu'il y a un drôle de jeu entre la guerre qui a été déclarée Oui, au moment mais où... la Chine, c'est une grande puissance, évidemment. c'est une puissance montante, et un président corrompu par la Chine, c'est un président tenu par la Chine. Et d'ailleurs, on voit que Joe Biden est quelqu'un qui n'est pas du tout ferme face à la Chine. Il parle de la Chine comme d'un rival, comme d'un concurrent. Il n'en parle pas comme d'un pays auquel il faut tenir tête et qui serait un ennemi. Et est-ce que vous considérez qu'avec les résultats finalement des dernières élections, comment dire, ces informations vont pouvoir être soit plus approfondies, c'est-à-dire il va y avoir des enquêtes plus importantes, ou alors au moins elles vont pouvoir aller sur le devant de la scène, ou est-ce que ce sera encore caché? Les grands médias américains, je les regarde tous les jours, n'en parlent pas du tout. Il n'y a qu'une seule chaîne qui en parle, Fox News n'en parle même pas. Ah bon? C'est la chaîne Newsmax. La chaîne Newsmax en parle, un certain nombre de médias en ligne en parlent, et il resterait aux républicains qui auront la majorité à la Chambre des représentants à mettre en place une commission d'enquête. Il n'est pas admissible qu'un président des États-Unis soit corrompu par des puissances ennemies des États-Unis. Mais une commission d'enquête, avec les résultats obtenus, c'est possible. Oui, tout à fait. Vous confirmez. Donc ils vont pouvoir le Faire une faire demande sur Hunter Biden et potentiellement mettre Sur faire le FTX. jour sur des histoires comme l'assaut du 6 janvier qui a été instrumentalisé par les démocrates et jamais porter vraiment les vraies questions sur la responsabilité, qui avait la sécurité du Capitole ce jour-là, et vraiment rentrer dans le fond des choses plutôt que de faire un talk show de piètre qualité, mais vraiment rentrer dans le fond des choses et qu'on puisse avoir une vérité et de la lumière sur tout ce qui s'est déroulé dans ces affaires, comme de l'Ukraine et la corruption éventuelle, comme sur l'attaque du 6 janvier. Donc ça, ce sont des enquêtes qui peuvent avoir lieu désormais, malgré tout. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, ça, je veux dire, avec ces résultats des midterms, et qui devraient sortir avant les élections présidentielles. Pour sûr, je vous garantis que c'est des choses qui vont être initiées incessamment. Il s'agit de revoir un peu le leadership, d'attendre la fin des élections. Vous voyez, on est encore en train d'attendre parallèlement à ça le dernier vote en Géorgie qui va se dérouler courant décembre, d'avoir cette composition définitive de la Chambre et de voir un petit peu quels vont être les sujets les plus porteurs, comment les amener et surtout ne pas tomber dans le travers de cet acharnement systématique. Là, on en reprend un rôle d'opposition. Il va chercher à falloir être raisonnable aussi, de voir surtout comment on peut contrer des politiques d'ailleurs qui sont donnés par Joe Biden, plutôt que de vouloir faire un énième show. Donc comment est-ce qu'on prépare au mieux la reprise de la Maison-Blanche d'ici 2 ans?
D'accord. Guy Millière, concernant la suite, on va dire, du programme américain, a priori, pour ce qui nous concerne, notamment la scène ukrainienne, qu'est-ce que vous voyez finalement avec ces résultats? Qu'est-ce que ça va changer ou pas sur la politique Euh, américaine? Je ne pense pas que cela va changer. Je pense que on va essayer d'aller vers des négociations, mais ces négociations n'ont pas de chance d'avancer tant qu'un des camps ne l'aura pas emporté très nettement. Mm. Actuellement, l'Ukraine est en train de gagner des points d'une manière très très nette. L'Ukraine a repris à peu près 50% du territoire qui avait été pris par la Russie. La Russie va sans doute attendre l'hiver en espérant qu'à la fin de l'hiver, elle aura des troupes à mettre sur le front. Et donc, je pense que la situation va durer au moins jusqu'au printemps prochain sans évolution et que la guerre s'installe dans la durée, mais que les États-Unis vont continuer à soutenir l'Ukraine, l'Europe aussi va continuer à soutenir l'Ukraine, parce qu'il n'est pas admissible que ce qu'a fait la Russie soit entériné de quelque façon que ce soit. Et c'est un danger d'ailleurs pour la stabilité de l'Europe et pour la stabilité du monde. D'accord. Et sur d'autres politiques, est-ce que vous pensez finalement que ces élections vont changer quelque chose dans la politique actuelle, ou finalement, on l'a dit, alors il y a peut-être en effet ces investigations qui vont arriver, ces commissions d'enquête sur l'affaire Hunter Biden, sur l'affaire FTX. Dans la politique intérieure, il n'y aura aucun changement. D'ailleurs, Joe Biden l'a dit, on lui a posé la question, il a dit non, nous considérons que notre ligne a été confirmée par les élections, nous allons continuer exactement dans la même direction, donc on peut s'attendre que les dégâts immenses provoqués par les 2 premières années de la présidence Biden s'accentue, et c'est très préoccupant dans différents domaines, mais entre autres dans le domaine de l'immigration illégale. Biden a laissé rentrer 5,5 millions immigrants illégaux aux États-Unis, les a disséminés dans tout le pays, et parmi eux il y a des membres de gangs qui avaient été expulsés sous Trump, et l'insécurité monte. Vous avez une montée de l'entrée dans le pays de différentes drogues, et entre autres d'un produit qui s'appelle le fentanyl, qui provoque une vague d'overdose, et donc je dirais que les 2 prochaines années de la présidence Biden risquent d'être très délétères et très catastrophiques et très nocives pour les États-Unis. Vous n'avez pas contredire Guy Millière. Du tout, non. Effectivement, il y a un vrai sujet de santé publique, d'une part. Accessoirement, c'est surtout Joe Biden, lui, essuie des revers. C'est quand même important de le noter. Il a essuyé une politique qui était absolument désastreuse, qui consistait à faire une amnistie générale de prêts étudiants, vient d'être contrée par la voie judiciaire. Donc les tribunaux s'opposent à ça. C'était juste un effort clientéliste d'acheter encore le voix d'étudiants, certes surendettés, mais c'est eux-mêmes qui ont contracté ces prêts étudiants, et c'est un peu l'État qui, justement, en adossant, en garantissant ces prêts, justifie en fait la hausse de ces prêts. Donc ça a été contré. On va avoir de manière successive les échecs qui vont se superposer et qui, justement, préparent la voie pour une alternance du pouvoir et la reprise par le camp républicain. Vous, malgré tout, alors qu'on dit, on entend beaucoup dans les médias français qu'en général ces élections de mi-mandat auraient dû être en faveur nette des Républicains, puisque c'est le moment où on contredit la politique présidentielle, ce qui n'est pas vraiment arrivé. Malgré tout, je vous sens optimiste pour la suite, parce que vous pensez que finalement le bilan va forcément... Mais oui, résolument optimiste, on n'a pas le choix que d'être optimiste, sans quoi on sombre dans le désespoir aujourd'hui. On se doit de regarder en avant, on tourne la page, on retourne refaire du porte-à-porte, on repart en campagne et on prépare 2024. Pourquoi ça s'est pas matérialiser ce qui était annoncé? D'une part, il y a les sondeurs et les médias qui ont amplifié cette image que ça a été cette vague. Ça se jouait vraiment sur un mouchoir de poche. Mais pardon, je vous coupe. Oui, tout à fait. Tout a été dans un mouchoir de poche. Bon, ça, on peut d'ailleurs l'interroger, mais sauf que ces sondages et ces médias, ils seront encore là dans 2 ans. En fait, vous allez voir, ils vont un peu réajuster. L'idée, c'était qu'ils ne voulaient pas décrédibiliser en n'anticipant pas une victoire du camp républicain. Là, ils se décrédibilisent de la même manière en n'ayant pas attendu. Mais rappelons encore une fois que c'est une victoire sur le point de la reprise de la Chambre des représentants. Mais pourquoi est-ce que cette victoire n'a pas été si significative? On rappelle juste très rapidement que sur le mode de scrutin, donc lors de tous les 2 ans et des midterms, on élit 1/3 du Sénat. Donc là, il y avait 36 postes qui étaient en jeu, dont 20 qui étaient du côté républicain.
Donc c'est-à-dire que déjà, pour les Républicains, ils avaient la nécessité de maintenir donc en défensive 20 postes et derrière d'aller chercher en conquête 14 postes, donc qui faisait que l'effort était plus compliqué du côté républicain. Et ça sera inversé en 2024. Donc c'est là où vraiment cette vague rouge va sans doute se matérialiser en différé, parce que c'est là où ils auront 24 postes à défendre, les démocrates. Maintenant, juste sur la Chambre des représentants, où on n'a pas eu ce nombre de sièges remportés, c'est important de noter qu'il y a une trentaine de postes pour laquelle la marge est sous les 5 points. Donc c'est vraiment ténu. C'est des batailles qui sont pas acquises. Et c'est assez, ça va être très scruté du point de vue du Sénat, mais après sur les batailles des chambres des représentants. Mais c'est aussi important de regarder ces mutations qui sont en train de s'opérer. La Floride, c'est complètement rouge derrière l'impulsion de DeSantis, dont on a beaucoup parlé, mais même des États, des bastions démocrates, qui sont l'État de New York, qui est en train de revirer de manière significative. On a pris 5 postes aux démocrates, donc dans l'État de New York, qui est quand même censé être très progressiste, très démocrate. Donc il y a une mutation qui s'opère, et rappelons... Mais qui n'est pas forcément visible. En fait, un chiffre, il y a 5 millions de voix en plus pour les républicains qui ont été exprimés. Donc le vote populaire, ça a entraîné une vraie mobilisation. Et juste mathématiquement, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas généré par davantage de sièges? C'est lié au découpage des circonscriptions, le gerrymandering, une pratique très courante aux États-Unis, comme on redéfinit son district pour favoriser sa réélection à son poste. Oui, c'est de bonne guerre, entre guillemets. Guy Milliard, le mot de la fin. Oui, ce qui explique par exemple la victoire de Ron DeSantis en Floride, c'est certes son excellente action, mais c'est aussi qu'il y a une mobilisation des populations. Les populations bougent. Par exemple, si je regarde à Las Vegas, nous avons des gens qui arrivent de Californie par milliers tous les ans, et donc je dirais que les gens qui sont victimes des démocrates quittent les États démocrates, vont vers les États républicains, et vous avez un clivage qui se renforce aux États-Unis. Et il y a un point auquel il faut accorder attention, c'est que la jeunesse est massivement du côté de la gauche. Les jeunes de moins de 30 ans ont voté à hauteur de 63% pour les démocrates et seulement à hauteur d'un peu plus de 30% pour les républicains. Donc il importera que le Parti républicain, s'il veut gagner, prenne en compte ces problèmes et entre autres cette question de la jeunesse qui a le cerveau lavé dans les grands médias. Nicolas Conquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes jeune, vous. Allez, merci beaucoup à vous deux. Guy Milliard, universitaire, géopolitologue et auteur de Après la démocratie aux éditions Ballant, et Nicolas Conquer, porte-parole du Parti Les Républicains en France. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.